Bienvenue en 1980. Le groupe belge Telex termine 17e de l'Eurovision. Une étrange machine fait son apparition dans certains foyers français. 66 pays boycottent les JO de Moscou suite à l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Margaret Thatcher est Premier ministre du Royaume-Uni. Et Ronald Reagan est élu 40e président des États-Unis of America. C'est le début d'une nouvelle vague néolibérale, d'une course à l'innovation où le pognon est roi, d'un monde dans lequel rien n'est impossible et où on peut gagner en bourse comme on jouait aux billes. Un monde idéal en somme, surtout pour les jeunes qui vont en discothèque, fument des gitas de maïs, boivent du Rickless, s'habillent n'importe comment et claquent leur argent de poche dans des parties de flipper avec les copains. On est quelques mois avant Pac-Man et l'explosion des salles d'arcade et les flippers commencent doucement à devenir ringards. Et cette année-là, la firme américaine Bolly débarque avec une machine du nom de Xenon. J'ai entendu parler de Xenon il y a quelques mois quand je me baladais chez mon disquaire préféré et que je suis tombé sur ce disque. J'étais assez intrigué par la pochette, puis j'ai réalisé que c'était en fait la BO d'un flipper. Du coup, j'ai fait mes petites recherches et il s'avère que Xenon, c'était une machine très populaire à l'époque. Mais c'est aussi l'un des premiers flippers à embarquer 2 microprocesseurs pour le son, un pour les effets et l'autre pour la voix. Aujourd'hui, ça peut paraître ridicule, mais dans ces années-là, c'était une vraie prouesse. L'objectif, quand on bombarde un joueur d'effets sonores, c'est de favoriser son immersion, pour qu'il se sente récompensé quand il fait un bon score et frustré quand il perd. Pour qu'évidemment, il remette une pièce dans la machine, puis une autre, etc. Au-delà de ça, ça permet aussi aux fabricants de se démarquer de la concurrence. Une salle d'arcade, c'est très bruyant, et quand le joueur déambule au milieu de toutes les machines, il faut que le son de notre flipper parvienne à capter son attention. Et Xenon, c'est le premier flipper à proposer une voix de femme, le tout premier. Je vous propose d'en écouter quelques extraits, histoire que vous fassiez une idée de ce à quoi peut ressembler une partie. Et bon, voilà, vous avez l'idée, au moins ça a le mérite d'être catchy. Puis c'était les années 80, après tout, qui sommes-nous pour juger ? Bref, pour que Xenon soit un succès, Bolly a fait appel à ni plus ni moins que Suzanne Ciani pour s'occuper de la partie sonore. Here we go. Ready? Yeah. Oh yeah. Suzanne Ciani, c'est l'une des pionnières de la musique électronique telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Née en 1946 dans l'Indiana, aka le carrefour de l'Amérique, elle se passionne très tôt pour la musique et apprend le piano. Puis, elle part étudier la composition à l'université de Berkeley à la fin des années 60. Une fois là-bas, elle expérimente tout un tas de trucs. C'est les débuts de l'informatique et il n'existe encore que très peu de synthé, mais elle voit un immense potentiel dans toutes les machines qui l'entourent. Elle se met alors à composer de longs morceaux de musique 100% électronique, et en les écoutant, ses profs lui diront « Mais qu'est-ce que c'est cette daube ?» Ouais, ils étaient pas très fans. Au même moment, elle fait la connaissance de Don Buchla, l'un des inventeurs du synthé modulaire et fondateur de l'entreprise Buchla. Elle commence un job à l'usine Buchla, sur la chaîne d'assemblage des différents modules, et elle se fait virer le premier jour suite à une erreur de soudure dont elle est même pas responsable. Mais il en faut plus pour l'arrêter, alors elle se pointe le lendemain et reprend son poste comme si de rien n'était. Elle y passera ainsi plusieurs années, durant lesquelles elle va pouvoir collaborer plus étroitement avec Don Buchla. En parallèle, elle sort un premier album très confidentiel en 70, Voices of Packaged Souls. En 74, elle quitte la Californie et part tenter sa chance à New York, avec sa valise et son Buchla. Et après pas mal de galères, elle finit par fonder Ciani Musica, une société spécialisée dans les effets sonores et jingles musicaux pour la publicité. Et c'est là que sa carrière se met à vraiment décoller. Ce son qu'elle compose pour Coca-Cola va rapidement devenir iconique. Il sera réutilisé dans toutes leurs campagnes publicitaires de l'époque, et il sera même qualifié de logo sonore de la marque. Après cette entrée en matière très remarquée, toutes les marques s'arrachent Suzanne Ciani.
Atari, Introducing the Cutter, Black & Decker, Black & Decker's most powerful string trimmer yet. Lemon, lime, orange, strawberry, Skittles. variety. Personne ne semblait comprendre comment elle faisait, mais tout le monde était persuadé qu'elle créait la musique du futur. Sérieusement, si ça c'est pas un lave-vaisselle du futur. C'est marrant ce slogan-là pour General Electric. Il peut s'interpréter de plusieurs façons, mais on pourrait par exemple le traduire par « Nous donnons vie aux bonnes choses ». J'ai grandi dans les années 90, et aussi loin que je me souvienne, la plupart des objets électroniques qui m'entouraient ont toujours émis des sons. Les jouets, l'électroménager, et même les voitures. Tournez à gauche. Ces sons ont toujours fait partie intégrante de notre quotidien, et nous agacent souvent. Avertissement. Ils nous rassurent parfois, Vous êtes arrivé à destination. mais ils nous parlent, littéralement. Quelle tristesse, j'ai perdu mon chien. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Il m'a fallu du temps avant de réaliser que quelqu'un avait bien dû, à un moment, programmer ces sons, qu'ils n'étaient pas là par hasard. Et quand la société a basculé à l'ère numérique, Suzanne Ciani, elle était là, au bon endroit, au bon moment, et elle maîtrisait déjà les technologies qui permettraient d'apporter au grand public une nouvelle façon d'entendre le monde. Mais est-ce que les machines ont donné vie à Suzanne Ciani ? Quel impact ça a eu sur sa carrière musicale ? Est-ce qu'elle est devenue imbattable au flipper ? Pour le savoir, je lui ai demandé. I went to the company headquarters in Chicago and I saw the blueprints for the machine. And I was not familiar with pinball, really. I mean, I knew what it was, but I didn't play it myself. So I had to educate myself. And I think, my ignorance was useful because I saw it in a very objective way. I took my cues from watching the people play the machine and asked myself, what sound would the machine make in response? And I hadn't realized, the sound had a lot of functions. One of them was, of course, to indicate progress. So the sound had to intensify as the score went up. And you had all these tiers of communication. I hadn't realized that all these young boys would be growing up playing this machine. Welcome to Xenon. Great. Perfect. I was welcome in advertising, and it was a very good thing for me because I worked as a pure artist. Nobody could tell me what to do because they didn't know what I was doing, and they just said, it was kind of magic. And advertising was, as I said, good, clean money. So, they had wonderful budgets. It was a very formal business set up, and you were paid immediately, and it was a very well-structured business. So if you knew how the business was structured, you could do very well. And my goal was to make enough money to produce my own albums because the recording industry was not interested. But advertising was always looking for something new. It seemed like an ordinary assignment. Let's welcome him to the neighborhood. I was supposed to meet the queen of musical effects. But I was about to find out that Suzanne Ciani makes a living turning the ordinary into the extraordinary. It was very frustrating because I wanted to do things that people just didn't understand. And frankly, today I'm actually able to go out and perform on the Buchla live. I started to do that 50 years ago, but nobody understood it. I say that there was no listening for it because they didn't know what it was, and therefore they couldn't hear it.
Être une femme et avoir l'ambition de révolutionner la musique, qui plus est électronique, dans les années 60-70, ça sonne comme une anomalie. Et il aura fallu du temps à Suzanne Ciani pour rencontrer son public et obtenir la reconnaissance de l'industrie. Aujourd'hui, quand elle n'est pas en train de faire des concerts aux quatre coins du monde, elle est dans sa maison au bord du Pacifique et elle joue avec son Buchla au rythme des vagues. A sampled sound, I always say, is dead on arrival. It's frozen. You know, the beauty of the Buchla is that it's alive. You know, the sound is alive. So there it is. I can move it. I'm sure it sounds like a jet plane coming over that horrible speaker. Sometimes I can't tell which is which. You know, I'll put this on just in the room, and then I'll walk out on the deck, and it's like a continuum. Then I hear the ocean outside, and this is what I hear. I guess it's some form of platonic, representation. Hearing and listening is an active part of the actual composition of a sound. You know, our senses are not literal. There's these levels of absorption of what's out there that's totally variable. So yeah, I mean, you can take one sound and play it to 1,000 people and it's 1,000 different sounds. And then you can listen to the same sound 1,000 times and it's 1,000 different sounds, I would just say in general that I'm not interested in the sound particularly. I don't say, oh, this is a great sound. A sound is a fluid event that comes and goes, I'm more interested in that fluidity, in the way that it's always morphing and that it is not defined. That's why sampling to me is not interesting. Records are samples. You take something and you freeze it. You freeze that performance in a record. It's a sample. It's a crazy distinction, but I know in my work, I prefer to have the sound that's in the moment. De la même manière qu'il existe une infinité de vagues, il existe tout autant de façons de les représenter. Et chaque vague que Suzanne Ciani choisit de créer avec ses machines a sa propre signification. Qu'on ait les clés pour les comprendre ou pas importe peu, l'essentiel reste d'écouter et de s'en faire sa propre interprétation. Un grand merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si elle vous a pas plu, désolé. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, comme mentionné juste avant, le documentaire Life in Waves dispo sur Amazon Prime, et dans la description, vous trouverez un lien vers une playlist Spotify des artistes que je mentionne dans les épisodes, ou d'autres artistes qui auraient pu être influencés par eux. Abonnez-vous aussi à la chaîne, ça nous aide vraiment. Et portez-vous bien. Adios.